Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'eugénisme et de la situation actuelle du Japon. Je vous en dis pas plus sur ce sujet car vous allez tout découvrir dans les prochaines minutes. Dans ce podcast, on sera donc avec moi, Liv, Rim, Sarah B, Mona, Maya et Sarah G. L'eugénisme incarne l'une des idéologies les plus controversées de l'histoire humaine, où la science et le pouvoir s'entremêlent pour reconfigurer les limites de l'humanité. En prétendant se donner le pouvoir de sélectionner, d'optimiser ou de supprimer, il dévoile une recherche obsessionnelle de la perfection, mais surtout une arrogance inquiétante, celle de penser que l'imperfection est un poids à éliminer au lieu d'une valeur à appréhender. Nous pouvons donc nous interroger sur la signification du terme eugénisme et sur ce en quoi consiste cette pratique. Dans ce cas, l'eugénisme représente l'ensemble des techniques et actions destinées à choisir et altérer les traits génétiques des générations à venir dans une population. Cette idéologie se fonde sur la croyance que certaines caractéristiques ou traits sont plus désirables que d'autres et qu'il serait envisageable, voire souhaitable, d'en modifier la transmission au détriment d'autres gènes jugés comme des parasites ou une menace. À l'origine, l'eugénisme, c'est le fait d'améliorer les dispositions génétiques des individus à naître, mais il existe une autre forme, l'eugénisme libéral. Selon son théoricien Habermas, il désigne une pratique qui laisse à l'appréciation des parents la possibilité d'intervenir dans le génome des cellules fécondées. Cette pratique serait donc quelque chose qui n'est pas uniquement de l'ordre de la santé ou de l'obligation, mais du libéral, car on parle de la liberté de l'individu de sélectionner des éléments du génome qu'il souhaite pour son futur enfant, soulevant des questions d'éthique. De plus, l'eugénisme peut être classé en deux principales catégories. En premier lieu, il y a l'eugénisme qu'on peut qualifier de positif. Cette méthode a pour but de promouvoir la procréation des personnes ayant des traits considérés comme bénéfiques ou souhaitables. Par exemple, l'eugénisme positif peut se traduire par des initiatives destinées à encourager les meilleures personnes à avoir plus d'enfants, souvent assorties de bénéfices sociaux ou financiers. En deuxième lieu, l'eugénisme négatif. Cette approche vise à réduire ou à prévenir la reproduction des individus jugés comme possédant des caractéristiques indésirables ou inappropriées. Diverses politiques peuvent exprimer cette variante d'eugénisme, telles que la stérilisation contrainte, des lois prohibant les unions entre certaines classes d'individus ou encore l'euthanasie. À présent que nous avons examiné la définition de ce concept, nous pouvons analyser son contexte et ses origines. En effet, bien avant que le mot eugénisme, littéralement qui signifie bien-né, ne soit inventé, la notion de réguler les caractéristiques d'une lignée familiale provient de pratiques très anciennes. Nous pouvons citer l'exemple de la Grèce antique, notamment à Sparte, où les nourrissons étaient soumis à une évaluation stricte par les vieillards de la ville. Les enfants qui étaient considérés comme faibles ou présentant des malformations étaient laissés à l'abandon dans des endroits reculés, tels que le mont Tayget. Cette démarche, elle visait avant tout à conserver une population forte et apte à satisfaire les besoins militaires et sociaux de Sparte. Exactement Sarah. De plus, dans son livre La République, Platon examine des concepts liés à la régulation des mariages et de la procréation, cherchant donc à structurer une société parfaite en choisissant les unions afin d'améliorer les qualités humaines. Un autre exemple serait la Rome ancienne. En réalité, à Rome, l'infanticide était une pratique fréquente et socialement tolérée, surtout pour les enfants ayant des malformations ou provenant de familles défavorisées. Cette activité répondait fréquemment à des enjeux économiques et sociaux, révélant déjà une logique de classement et de choix au sein des civilisations anciennes. Cependant, plus récemment, le mot eugénisme a été proposé en 1883 par Francis Galton, qui était le cousin de Charles Darwin. Galton tire parti des concepts darwiniens concernant la sélection naturelle afin d'adapter ses principes à la société humaine. Il soutient qu'avec des approches scientifiques et sociologiques, il serait envisageable d'accroître la qualité générale de l'humanité en encourageant la diffusion des meilleurs traits. D'autres noms peuvent également être mentionnés, tels que Gregor Mendel qui a exploré cette notion. En effet, les recherches de Mendel sur la transmission des caractères héréditaires, publiées en 1865, fournissent une fondation scientifique à la notion que les gènes affectent les traits des générations suivantes. Cela initialise des essais de modification génétique, même si ceux-ci étaient primitifs à l'époque. Aujourd'hui, les pratiques eugénistes ont augmenté grâce aux avancées scientifiques, surtout en biologie et en génétique. Dès le début du XXe siècle, des concepts eugénistes cherchant à réguler et à améliorer la reproduction humaine selon des caractères qualifiés de désirables se sont diffusés à l'échelle mondiale, notamment en Europe, aux États-Unis et en Chine. Aux États-Unis, entre 1900 et 1940, l'eugénisme a façonné les politiques sociales, d'immigration et de reproduction, notamment avec l'instauration de lois de stérilisation forcée dès 1907, entraînant la stérilisation de plus de 64 000 individus
jusqu'en 1963. Des individus jugés inaptes selon des caractères souvent subjectifs. D'autre part, la loi Johnson-Reed de 1924 incarne cette idéologie en restreignant considérablement l'immigration des groupes considérés comme indésirables, en particulier ceux provenant d'Europe orientale et méridionale, dans un environnement caractérisé par une montée de la xénophobie. Aujourd'hui, on évoque l'eugénisme américain pour désigner les pratiques de la Silicon Valley. Tout à fait, Mona. D'ailleurs, la Silicon Valley, berceau de nombreuses innovations technologiques, représente aussi un terrain d'expérimentation pour des techniques novatrices visant à améliorer les gènes humains. Ces initiatives, fréquemment appelées biohacking, sont soutenues par des entreprises de biotechnologie ainsi que des chercheurs qui explorent diverses méthodes pour altérer notre ADN dans le but d'améliorer les capacités physiques, mentales ou même d'accroître la longévité. Une des initiatives les plus populaires est l'ingénierie génétique via la technologie CRISPR-Cas9 qui permet de couper et de réécrire des segments précis de l'ADN. Par exemple, des sociétés innovantes comme donc CRISPR Therapeutics ou encore Editas Medicine se spécialisent dans des thérapies pour des maladies génétiques rares, mais certaines discussions évoquent l'utilisation controversée de cette technologie pour des améliorations entre guillemets non médicales, comme l'intelligence ou la prévention des maladies par exemple. À titre d'exemple, le phénomène de biohacking ne se restreint pas simplement à la modification génétique, mais inclut aussi des implants technologiques et l'utilisation de suppléments visant à améliorer les performances humaines. Des pionniers comme Brian Johnson, entrepreneur dans le secteur technologique, investissent dans des traitements anti-vieillissement et des innovations destinées à reprogrammer le corps humain, allongeant ainsi l'espérance de vie. C'est ça, Rime. Et puis, ces techniques, elles soulèvent des questions éthiques importantes. D'une part, elles offrent des perspectives de traitement pour des affections incurables et des améliorations potentielles de la qualité de vie, mais d'un autre côté, elles pourraient renforcer les disparités sociales et engendrer des dérives, comme l'apparition d'une élite génétiquement améliorée. En outre, certaines techniques de modification génétique peuvent être facilement reproduites par des laboratoires qui auraient des intentions plutôt malveillantes. La génétique modifiée comporte des risques inconnus et les effets à long terme sur l'humanité restent largement mal compris. C'est en Allemagne nazie que l'eugénisme trouve son application la plus extrême dès 1933, avec l'instauration de lois destinées à éliminer les maladies génétiques par des stérilisations obligatoires et l'euthanasie des enfants porteurs de handicap. Ces stratégies ont abouti à l'élimination de millions d'individus considérés comme inférieurs durant la Shoah, en glorifiant une supposée race aryenne parfaite. En Chine, les politiques eugénistes, elles se sont manifestées, notamment via la loi de 1995 sur la protection de la mère et de l'enfant, qui imposait des examens prénuptiaux et des limitations reproductives pour les individus atteints de maladies génétiques ou mentales. On a aussi la politique de l'enfant unique, qui est mise en œuvre de 1979 à 2015, qui a été caractérisée par des avortements et des stérilisations contraints, et dont le but est de limiter sévèrement la croissance de la population, même si cette limite elle a été relâchée depuis 2021 à 3 enfants par foyer. Une autre controverse significative est apparue en 2018 en Chine lorsque le chercheur He Jiankyu a affirmé avoir modifié l'ADN de jumelles afin de les rendre résistantes au VIH. Cette expérience a provoqué une réprobation internationale pour transgression des normes éthiques, illustrant les abus potentiels de la modification génétique à des fins reproductives. S'ajoutent à cela des considérations actuelles sur les effets des biotechnologies et de la génomique, où l'enrichissement des potentialités humaines par l'édition génétique pose des interrogations éthiques analogues aux doctrines eugénistes passées, mais sous des formes modernes et souvent mieux régulées. Dans la culture, de nombreux auteurs et réalisateurs se sont emparés du sujet de la modification génétique et de ses dérives dans des œuvres dystopiques, questionnant ainsi les limites éthiques de la thérapie génique. On peut, dans un premier temps, parler de Harry Potter de J.K. Rowling, paru dès 1997. On retrouve en effet une distinction entre les différents groupes. En premier, on a les sangs purs, qui sont les individus venant d'une famille de sorciers, puis les sangs mêlés, nés d'un mélange entre les sorciers et les non-sorciers, aussi appelés moldus, et enfin, les moldus, c'est-à-dire ceux venant d'une famille de non-sorciers, aussi appelés péjorativement les sangs de bourbe. Cette volonté de montrer qu'un groupe est supérieur à un autre à partir des lignées de sang, et que ceux considérés comme moins aptes sont discriminés, sont en effet des principes mêmes de l'eugénisme. Par ailleurs, Andrew Niccol, dans son premier film Bienvenue à Gattaca, sorti en 1997, met en scène un futur dystopique dans lequel les individus sont sélectionnés et hiérarchisés en fonction de certains critères. On observe dans ce film un eugénisme libéral comme théorisé par Habermas, car avant la naissance de leur enfant, les parents ont la liberté de déterminer comment sera leur futur enfant. Leur taille, force, couleur des yeux et des cheveux, ou encore résistance face à la maladie.
Toute la société est fondée autour de l'ADN. Un recruteur demandera des analyses génétiques plutôt qu'une exposition des compétences, par exemple, ce qui favorise les personnes génétiquement modifiées aux êtres naturels. Ce scénario de science-fiction eugéniste n'est en réalité pas si dystopique, car la modification génomique et la hiérarchisation des individus, elle s'est faite aussi dans le monde réel et dans différents pays à différentes époques. Des dérives comme celle de la société de Bienvenue à Gattaca pourraient exister avec les progrès de la science et la volonté de certaines personnes s'il n'y a pas de régulation. Ce film illustre donc très bien la thèse d'Habermas selon laquelle intervenir sur le patrimoine génétique modifie la manière dont un homme, en fonction de s'il est eugénique ou non, va se voir et dont les autres vont le considérer. Le meilleur des mondes est un roman d'Aldous Huxley, paru en 1932, qui explore le thème de l'évolution de la science qui affecte les sociétés humaines. Dans cette société, les individus sont créés dans des laboratoires et ajustés aux besoins du moment, ce qui crée une forme de stabilité. Cela peut être considéré comme une utopie, mais la réalité est bien plus sombre. En effet, l'État dans le roman a des dérives eugéniques, car il opère une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique et hiérarchise donc les individus en mettant en avant certaines caractéristiques. De plus, l'auteur s'appuie sur la théorie selon laquelle l'eugénisme permettrait de corriger les inégalités sociales et de rendre le monde meilleur. Cela est dû au lien fort qu'entretient l'auteur et ses ancêtres avec des scientifiques et biologistes de la modification génétique, ce qui a, avec ses idées xénophobes, façonné son mode de pensée. Les représentations de l'eugénisme dans la culture sont donc nombreuses, et elles soulèvent des interrogations quant au futur de cette pratique, questions auxquelles les auteurs tentent de répondre en exposant leur point de vue. Maintenant que nous avons défini ce qu'était l'eugénisme et son application dans les sociétés humaines, nous pouvons aborder plus précisément le cas de l'eugénisme au Japon et de ses conséquences actuelles. L'eugénisme, qui a été introduit au Japon à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, pendant l'ère Meiji, a été fortement marqué par les théories élaborées en Europe et aux États-Unis. Ces politiques avaient plusieurs visées: rehausser la qualité de la population japonaise, freiner la diffusion de maladies héréditaires en promouvant des unions saines et engendrer des citoyens considérés sains pour satisfaire l'exigence de l'État. D'autre part, les inquiétudes démographiques concernant la surpopulation dans les milieux urbains, associées à la pauvreté et aux maladies, ont conduit les responsables à mettre en place des actions pour améliorer la reproduction. Au cours de l'ère Taisho, qui s'étend de 1912 à 1926, et de l'ère Showa, donc de 1926 à 1989, l'eugénisme a été utilisé comme un instrument par l'État pour faire face aux enjeux sociaux et militaires. Les premiers textes et discours médicaux ont porté leur attention sur les maladies génétiques et sur la déviance sociale, un terme donc qui va englober les troubles psychologiques, les handicaps physiques et certains comportements considérés comme déviants, tels que l'alcoolisme. Avec l'essor du militarisme durant les années 1930, ces politiques se sont accentuées car une population en bonne santé était jugée cruciale pour sauvegarder l'État et assurer la force militaire du Japon. En 1940, le gouvernement de Konoe mit en place une législation eugénique nationale dans un environnement dominé par l'expansion militaire et les conflits sino-japonais entre 1937 et 1945, ainsi que par des idéaux nationalistes. Cette législation imposait la stérilisation obligatoire des personnes souffrant de troubles mentaux héréditaires, encourageait le dépistage génétique et limitait l'accès à la contraception. Entre 1940 et 1945, environ 454 individus furent stérilisés selon cette législation. Simultanément, des initiatives furent lancées pour favoriser la reproduction parmi les individus intelligents ou supérieurs entre guillemets de la société. Pour poursuivre ton propos, Rim, à la différence de la loi sur la protection eugénique de 1848, la loi eugénique nationale de 1940 ne fut pas mise en œuvre de manière significative, surtout à cause des priorités de guerre. Cependant, elle a établi les fondations idéologiques et juridiques des pratiques eugénistes qui se sont amplifiées après la guerre. Suite à la Seconde Guerre mondiale, les idées eugénistes firent un retour en force, conduisant à l'adoption en 1948 de la législation sur la protection eugénique. Cette réglementation, prétendant favoriser la santé publique, justifia certaines actions eugénistes, telles que la stérilisation chirurgicale des femmes dont le mari, le partenaire ou un membre de la famille était atteint de maladies génétiques sévères, lorsque la grossesse menaçait la vie de la femme. La législation autorisait aussi l'avortement en cas de grossesse due à des viols, à la lèpre ou à des maladies héréditaires graves, si le médecin estimait que le fœtus ne survivrait pas. Elle a été amendée en 1949 pour permettre l'avortement pour des motifs économiques, légalisant ainsi complètement l'avortement au Japon. Bien qu'une formulation juridique explicite soit présente, les responsables locaux se servirent de la loi pour légitimer des stérilisations forcées et des avortements visant des groupes spécifiques marginalisés. Entre 1948 et 1996, on retrouve environ
25 000 individus qui ont été stérilisés, dont 16 500 sans leur accord. Les catégories les plus affectées comprenaient les individus souffrant de troubles mentaux ou physiques, les personnes atteintes de lèpre, ainsi que les femmes provenant de communautés marginalisées, telles que les Burakumin, une minorité historiquement opprimée. Exactement, Sarah. Et certaines personnes ont même été forcées de subir des stérilisations pour obtenir des services sociaux ou médicaux. Les femmes, surtout, furent fréquemment visées sous le prétexte de sauvegarder, entre guillemets, leur famille et la collectivité. Récemment, la parole des victimes commence à se faire entendre. En effet, une affaire emblématique est celle d'une femme stérilisée en 1972 qui a décidé de porter plainte contre l'État japonais en 2018 devant le tribunal de district de Sendai. À 60 ans, elle réclame réparation pour la violation de ses droits humains, demandant une compensation financière de 11 millions de yens, ce qui équivaut à plus de 80 000 euros, ainsi que des excuses officielles du gouvernement. Cependant, malgré ses efforts, ces démarches se sont heurtées à un mur d'indifférence institutionnelle. L'impact de l'eugénisme ne se limite pas à des cas isolés. L'héritage de cette politique a par exemple laissé des séquelles profondes sur la société japonaise. En 2016, la tragédie du centre Tsukui Yamayuri à Sagamihara a choqué le pays et rappelé les stigmates de cette idéologie. De fait, un ancien employé, motivé par une haine envers les personnes en situation de handicap, a poignardé 19 résidents et blessé 20 autres, arguant que ces individus n'apportaient que tristesse et malheur à la société. Cet acte barbare reflète une persistance des préjugés liés aux idées eugénistes et démontre la nécessité d'une réflexion sociétale approfondie. Pourtant, malgré ces événements, le gouvernement japonais demeure ambivalent face à ses responsabilités. En 2021, la Haute Cour d'Osaka a accordé 27,5 millions de yens à 3 victimes de stérilisation forcée, marquant un progrès significatif. C'était la première fois qu'un tribunal reconnaissait la responsabilité de l'État. Cependant, cette avancée reste isolée, car les autorités continuent d'éviter de présenter des excuses générales ou de prendre des mesures correctives significatives. Sur le plan législatif, le Japon a officiellement abrogé les dispositions eugénistes en 1996. Cependant, cette abrogation a souvent été critiquée comme étant insuffisante. Plutôt que de condamner explicitement les nouvelles formes d'eugénisme, le cadre juridique actuel conserve des clauses financières permettant l'avortement en cas de maladie génétique ou d'absence de projet parental, perpétuant ainsi une forme d'eugénisme social. Cela soulève des questions éthiques sur la manière dont les sociétés modernes utilisent les progrès en génétique et en reproduction. En lieu et place d'une suppression complète des pratiques eugénistes, ces dispositions, elles vont permettre à certains préjugés discriminatoires de perdurer sous des formes plus subtiles. Au-delà des frontières japonaises, cette histoire s'inscrit dans une réflexion globale sur l'étiquette des politiques de santé publique. En effet, de nombreux pays ont expérimenté des programmes similaires dans le passé, mais les initiatives de réconciliation varient considérablement. Tandis que l'Allemagne et la Suède ont adopté des mesures de réparation proactives, le Japon reste à la traîne. Cette hésitation peut être attribuée à une combinaison de facteurs culturels, notamment une réticence à reconnaître publiquement les erreurs passées et une peur des implications financières. Le combat pour la justice continue grâce aux efforts courageux des victimes et de leurs défenseurs. En 2021, les organisations de la société civile ont organisé des campagnes pour sensibiliser le public à cette injustice historique, appelant à des excuses officielle et à une reconnaissance nationale des souffrances infligées. Ces initiatives ont mis en lumière le rôle central de la mémoire collective pour éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Alors que le gouvernement hésite encore à adopter une position claire, ces efforts citoyens rappellent l'importance de maintenir la pression pour un changement systémique. Ainsi, l'histoire de l'eugénisme qui débute dès la Grèce antique et qui traverse les époques, en passant par les États-Unis, l'Allemagne nazie ou encore le Japon révèle une chose. La quête de la perfection par les êtres humains peut amener à la réalisation d'actes terrifiants. Ces nombreuses pratiques, telles que la stérilisation forcée ou encore les sélections de certains gènes, témoignent des dangers qu'encourent les êtres humains s'ils laissent ces idéologies politiques et scientifiques perpétuer dans le temps. Pourtant, aujourd'hui encore, les débats sur l'eugénisme se poursuivent sous d'autres formes avec l'apparition et le développement de nouvelles technologies génétiques comme la PMA, procréation médicalement assistée, et le CRISPR-Cas9. Ces avancées, bien qu'elles soient bénéfiques pour de nombreuses familles, laissent entrevoir de nombreuses questions. Quelles sont les limites de cette médecine réparatrice ? Qui possède la légitimité de décider ce qui est parfait et ce qui est imparfait ? La PMA, quant à elle, pourrait être qualifiée de dépasser son rôle premier, c'est-à-dire que les parents choisissent un embryon selon des critères spécifiques qui résultent de préférences personnelles. Ce phénomène pourrait donc, selon différentes personnes, s'apparenter à de l'eugénisme moderne, où cette quête de l'enfant parfait repose sur des critères sociétaires.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Nous attendons avec impatience vos retours sur ce sujet extrêmement complexe à analyser. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode avec Paul Actu, Spill the Politics.